La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Les auditeurs, jeunes et moins jeunes, me demandent souvent en quoi consiste exactement le travail des astronomes. En ce qui concerne les jeunes, c'est qu'ils se posent beaucoup de questions par rapport à leur avenir, et ils sont nombreux à se demander si l'étude des étoiles et des galaxies ne pourrait pas être un sujet intéressant pour eux, un métier possible. En ce qui concerne les moins jeunes, ils posent parfois cette question par simple curiosité, mais le plus souvent aussi parce qu'ils connaissent un jeune en recherche pour son avenir et qu'ils voudraient l'aider. C'est bien clair pour tout le monde. Les astronomes professionnels ne mettent plus l'œil à la lunette, selon l'expression consacrée. Ce sont les astronomes amateurs qui continuent cette tradition ancestrale et y trouvent bien du plaisir. Alors que font les astronomes professionnels ? J'ai avec moi aujourd'hui Claire Moutou, qui est actuellement astrophysicienne à Toulouse, mais qui a beaucoup voyagé dans le passé pour son travail. Entre sa thèse à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, près de Paris, et sa situation actuelle à Toulouse, elle a été une année au Collège de France, elle a travaillé 2 ans au Chili sur le grand télescope VLT et 1 an en Allemagne, à Garching. Elle a ensuite passé 12 ans à Marseille pour travailler sur le sujet des exoplanètes, puis 6 ans dans l'archipel d'Hawaï, en plein milieu du Pacifique, pour travailler avec le télescope CFHT, Canada France Hawaii Telescope. Tout cela mérite bien 2 émissions. Aujourd'hui, nous parlerons plus précisément du travail au jour le jour des astronomes observateurs. Et la semaine prochaine, nous reviendrons sur les sujets de recherche qui ont été traités par Claire depuis ses débuts dans sa carrière d'astronome. Bonjour Claire. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous expliques en quoi consistait ton travail d'astronome observatrice. D'abord au Chili, puis à Hawaï. Oui, bien sûr, observer le ciel de nuit, ça demande beaucoup de préparation. Et aussi, ça demande de la disponibilité la nuit. Donc, mes tâches de service consistaient à aider les astronomes qui obtenaient du temps sur ces télescopes, à préparer leurs observations, à avoir les conditions optimales pour qu'elles se passent bien, et de temps en temps, accompagner ces astronomes jusqu'à l'obtention de leurs données, ou d'autres fois, faire les observations à leur place. Oui, parce que en fait, il faut bien dire que d'une manière générale, quand les astronomes souhaitent faire des observations, ils doivent faire des dossiers, les demandes ne sont pas toujours acceptées, et quand les demandes d'observation sont acceptées, très souvent, c'est pas les gens eux-mêmes qui vont faire les observations, mais ce sont d'autres astronomes qui sont sur place localement, qui font ces observations à leur place, et il y a de bonnes raisons pour ça, je crois. Oui, alors on peut parler d'abord de l'attribution du temps de télescope. Effectivement, chaque télescope travaille toutes les nuits de l'année, en principe. Et 2 fois par an, il y a des appels d'offres. Quel projet voulez-vous mener avec tel instrument ou tel télescope ? Et donc les astronomes réfléchissent à leur projet scientifique, vont choisir un instrument adapté à ce projet et construire une demande de temps d'heure d'observation ou de temps de nuit d'observation sur tel instrument, sur tel télescope et pour observer tels objets du ciel. Oui, justement, les gens ont un peu l'idée que les astronomes font des observations à côté de chez eux. Enfin, à côté de leur laboratoire. Et il faut dire que les chercheurs travaillent sur des sujets pour essayer de mieux comprendre le monde, en fait. Donc, ça peut être des observations des étoiles, des observations de galaxies, toutes sortes d'observations. Et qu'ils ont besoin d'observer ces objets célestes d'une certaine manière. Et donc, ils vont choisir, dans le monde entier, en réalité, les instruments qui conviennent à leur projet. Voilà, un observatoire, c'est effectivement un collecteur de lumière et derrière, tout juste derrière, un instrument qui va être en général unique au monde ou en quelques exemplaires seulement dans le monde et qui va être capable de faire un certain type d'observation, obtenir un certain type de données qui va permettre de répondre à l'objectif scientifique. Et donc ces instruments, mais en général, ils sont dans des endroits très précis dans le monde, en haut des montagnes, dans des endroits désertiques, loin de la civilisation, dans des endroits où le ciel est clair et beau. C'est ça, en fait, on est en haut des montagnes, non pas pour être plus près des étoiles, mais pour avoir moins d'atmosphère au-dessus, parce que l'atmosphère terrestre est bien utile pour nous, mais gênante pour les observations, quelquefois. Et puis aussi dans les déserts pour être loin de la pollution lumineuse.
Et je crois que la plupart du temps, en tout cas sur les grands télescopes, il y a finalement beaucoup plus de demandes d'observation de la part des chercheurs que de possibilités que de nuit. Donc il y a des comités qui choisissent, qui décident qui va avoir du temps d'observation. C'est ça, il y a parfois un facteur 2 de pression, c'est-à-dire 2 fois plus de nuits demandées que de nuits disponibles. Parfois, ça peut monter jusqu'à un facteur 6, 7. Donc, il y a des instruments ou des lieux ou des télescopes qui sont très demandés. Et donc, les comités vont faire des choix scientifiques et accorder une partie des nuits ou toutes les nuits à une partie des programmes. Et alors, une fois que les gens ont obtenu du temps d'observation, ils ont certaines nuits par an qui sont déjà indiquées, enfin le calendrier est précis. Alors ça dépend des observatoires. Il y a des observatoires qui fonctionnent complètement en mode service, c'est-à-dire que les temps alloués est mis dans une base commune et le personnel de l'observatoire va s'occuper de trouver à l'instant donné quelle est la meilleure observation à faire et à remplir tous les temps disponibles dans la nuit à partir de ce qui est demandé. Donc on en arrive là à l'importance d'avoir quelqu'un sur place qui fait les observations, parce que c'est vrai que s'il y a un calendrier à l'avance et si les gens viennent et s'il y a un problème, c'est pas efficace. Tandis que là, avec quelqu'un sur place, la personne, donc toi, à cette époque-là, participe à un calendrier effectif, efficace, pour même intégrer peut-être dans une même nuit des observations demandées par plusieurs personnes pour faire ça le mieux possible. Voilà, alors moi j'ai eu la chance de connaître un peu les 2 modes de fonctionnement. Quand je suis arrivée au Chili, c'était le début de la mise en place des VLT, des très grands télescopes, des VLT. Donc le premier 8 mètres était offert à la communauté pour la première fois et donc toute la communauté européenne avait accès à ce télescope. Il avait été fait le choix un peu de donner peu de temps à beaucoup de gens pour que beaucoup de gens puissent aller au VLT. Et donc on a eu cette année-là beaucoup de visiteurs, des gens qui venaient parfois pour une nuit ou une demi-nuit et qui faisaient leurs observations eux-mêmes. Et donc là, on les accompagnait juste pour que leurs observations se passent bien et on faisait les calibrations pour eux à leur place, etc. On les accompagnait en connaissant mieux qu'eux, en principe, l'instrument. À Hawaï, c'était complètement différent. À Hawaï, depuis 2008, complètement en mode service, c'est-à-dire que les astronomes résidents font les observations à la place. Là, c'est effectivement chaque nuit, un astronome résident a la responsabilité de faire un plan d'observation qui mélange les programmes de tous les astronomes qui ont eu du temps. Alors là, on est en train de parler de 2 observatoires très différents l'un de l'autre, où tu as travaillé dans les 2 cas. On pourrait peut-être, avant de plus discuter sur Hawaï, présenter un petit peu le VLT, c'est quoi exactement ? Alors il y a 4 télescopes de 8 mètres qui sont les 4 VLT, très grands télescopes, qui sont placés sur le Cerro Paranal, au nord du Chili, dans le désert d'Atacama. Donc ça, c'est vraiment la base, on va dire. Ces télescopes sont aussi utilisables 2 par 2 ou parfois les 4 à la fois, avec l'interféromètre qui les relie. Il y a d'autres télescopes qui ont été rajoutés dans le temps sur cette montagne. Je ne vais pas en faire la liste exhaustive ici, mais il y a des plus petits télescopes qui ont souvent une niche dédiée pour une certaine science. Donc ça, voilà, c'est ça le VLT. Et toi, alors, reste un tout petit peu encore sur le Chili. Ta vie là-bas, c'était comment ? Alors, je passais à peu près 1 semaine par mois à l'observatoire, le reste du temps à Santiago du Chili, pour faire mes recherches et me reposer un petit peu aussi de la semaine d'observation. Et donc, 1 semaine par mois, j'ai dû faire 200 nuits en 2 ans. J'étais là-bas en tant qu'astronome postdoctoral, donc j'étais une des petites mains des opérations scientifiques. Donc on arrivait, on partait de Santiago le matin à 6h et puis on arrivait en milieu d'après-midi. En avion ? Oui, en avion et puis en voiture, parce que l'observatoire est assez loin de l'aéroport le plus proche à Antofagasta. Et donc, on faisait des calibrations pour l'après-midi, on préparait les premières nuits, on commençait tout de suite à travailler, en fait, jusqu'au lendemain matin. Et voilà, il y avait souvent une équipe de jour, une équipe de nuit, en tout cas au début, parce qu'il fallait mettre en place tous ces outils d'observation qui n'étaient pas encore complètement finis. Donc c'est vraiment beaucoup de travail en fait, c'est quand même assez fatigant, hein, je pense, d'avoir toutes ces nuits. Il faut quand même
tenir le rythme, hein, de travailler. Tu étais toute la nuit debout, quoi. En fait, j'étais pas vraiment obligée. Quand j'étais en rythme de jour, il fallait surtout que je fasse le soutien aux astronomes visiteurs, les calibrations, et puis mon travail effectif se terminait à 9h ou 10h peut-être, en début de nuit, en s'assurant que la nuit commençait bien. Mais en fait, évidemment, quand on fait ce métier-là, c'est un peu par passion, et quitter le télescope à 10h du soir, c'est un peu impossible. Donc je passais souvent une partie de la nuit aussi à aider les observations et à apprendre beaucoup de choses sur le chemin. Donc oui, effectivement, c'était des semaines où je dormais très peu, mais qui étaient vraiment passionnantes. Donc après tout ce séjour au Chili, tu es revenu à Marseille, on va en parler la semaine prochaine, et ensuite tu es reparti 6 ans à Hawaï. Je crois que tu as installé un instrument, là tu peux nous en parler de ça? Oui, alors le télescope CFHT, donc Canada-France-Hawaï, il est situé en haut de Mauna Kea, donc ça, c'est une montagne très particulière. C'est un volcan, un reste de volcan. Voilà, c'est un volcan dormant. Sur une île qui est encore volcanique et encore active, une autre partie de l'île. Le télescope Canada-France-Hawaï a été monté dans les années 80, 3,60 m de diamètre, donc plus petit que les VLT, mais qui est dans un site exceptionnel. L'altitude du CFHT, c'est plus de 4000 mètres. 4200 mètres, oui. Et le VLT, pour revenir en arrière, c'est 2000 quelque chose Oui, 2400 à peu près. Voilà, donc le CFHT est beaucoup plus haut. Alors il n'est pas situé dans un désert, il est situé au milieu de l'eau, au milieu du Pacifique, mais il est beaucoup plus haut. L'instrumentation est très importante parce que c'est elle qui fait vraiment la spécificité de ce télescope. Dans un site si bon, des instruments de grande qualité font toute la différence. On peut vraiment faire des merveilles sur un site pareil. Mon travail là-bas était à la fois l'accompagnement des observateurs sur des instruments existants, en particulier l'instrument Espadon qui a été construit ici à Toulouse, et aussi la préparation du télescope pour l'arrivée d'un futur instrument, Spirou. Donc Espadon et Spirou sont tous les deux des spectropolarimètres qui ont été conçus à Toulouse. L'un est dans l'optique, Espadon, et Spirou, sa grande nouveauté, c'est qu'il fait aussi cette observation spécifique dans l'infrarouge proche. C'est tout nouveau. Et l'autre spécificité de Spirou, c'est de pouvoir faire des mesures de la vitesse radiale des étoiles, donc la vitesse dans la ligne de visée de l'observateur, qui sont aussi dans l'infrarouge et de très grande précision. Et donc ça, c'est intéressant pour en particulier les exoplanètes. Donc je te remercie Claire et on va se revoir la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir.